Nous passons maintenant à la discussion du texte de la commission. Article 1er, amendement numéro 16. Madame Renaud Garabédian, au nom de la commission des affaires économiques, pouvez-vous nous présenter votre amendement? Oui, merci Monsieur le Président. Cet amendement que je présente aujourd'hui au nom de la commission est un amendement qui vise à contraindre le dirigeant défaillant qui dirige une entreprise à déposer les comptes des sociétés au greffe du tribunal de commerce. L'article 1er donne en effet au préfet le pouvoir de demander au président du tribunal de commerce en référé d'adresser une injonction avec astreinte aux dirigeants défaillants en vue de les contraindre à déposer leurs comptes. Cette astreinte sera payée personnellement par le dirigeant et de nature coercitive avec un plafond de 1 000 € par jour de retard à compter de la date fixée par l'injonction. Un tel régime complète le dispositif prévu par le texte de la commission sans laisser porter atteinte et planer des risques juridiques quant à l'absence de lien juridique entre la faute du dirigeant et le chiffre d'affaires de sa société. Merci. Avis du gouvernement. Monsieur le Président, en quelques mots, la rédaction actuelle prévoit que l'astreinte que Madame le rapporteur vient d'évoquer est adressée aux dirigeants. De ce fait, le montant maximum actuellement prévu paraît sans doute disproportionné. Il faudra peut-être réfléchir, sans aucun doute plus tôt dans la navette, si l'astreinte ne devrait pas viser plutôt la personne morale, mais en attendant, l'avis du gouvernement est favorable. Avis favorable. Monsieur Patient, vous avez demandé la parole, je crois. C'était une prise de parole sur l'article 1er. Ce n'était pas un amendement. Bon, d'accord. Vous voulez vous exprimer sur l'amendement? D'accord, ce n'était pas l'objet. Merci. Donc je vais... Qui c'est qui souhaite? Monsieur Lurel, je vous en prie, cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Faute d'avoir un sous-amendement du gouvernement qui porterait à un niveau peut-être plus dissuasif le montant que propose notre rapporteur, eh bien, je suis à soutenir l'amendement de la rapporteure. Parce que c'est vrai, il y a deux choses. L'amendement, le gouvernement peut sous-amender en disant c'est la personne morale qui paye 5% du chiffre d'affaires, ou alors ce que propose la rapporteure, 1 000 €, ça peut être 1 500 €. Mais comme il n'y a pas de sous-amendement, je soutiens l'amendement de Madame la rapporteure. Merci. Je vais donc soumettre à votre approbation, ou pas d'ailleurs, l'amendement numéro 16 qui a reçu un double avis favorable de la commission. Pardon ? Le gouvernement a donné un avis. Non, mais le gouvernement a donné un avis favorable, si j'ai bien entendu. Voilà, donc il n'y a aucun problème. Comme il est mané de la commission, évidemment, il est favorable. Donc, je soumets à votre vote cet amendement numéro 16 qui a eu un double avis favorable, finalement, puisque la commission l'a proposé. Qui est pour ? Qui est contre? Il est adopté. Article 1, même vote. Il est adopté. Après l'article 1er, deux amendements qui font l'objet d'une discussion commune. Le numéro 11, c'est Monsieur Lurel ou Monsieur Kader, je ne sais trop. C'est vous qui êtes le premier auteur. Il est défendu en discussion commune. Donc le numéro 12. Le numéro 12 aussi. Allez-y, Monsieur Lurel, donnez-nous quelques explications. Oui, c'est un amendement de repli qui a ma préférence, je l'avoue. Mais je dois dire tout de suite, Monsieur le Président, que compte tenu des discussions et des arbitrages difficiles à trouver, pour trouver un bon compromis entre le gouvernement, entre nous-mêmes parlementaires et Madame la rapporteure et la commission, j'ai déposé un texte. Il s'agit bien des marges arrière, là. Hein. C'est bien ça. Oui, c'est ça, les marges arrière. Je demande plutôt à soumettre à l'examen de la commission l'amendement de repli.
numéro le 12. 12. Le 12. Le Donc 12. vous retirez le 11. Je retire le 11. D'accord. Je soutiens le 12. D'accord. Mais il y a une autre rédaction pour trouver un compromis en faisant une expérimentation. On a envoyé à la direction de la séance ce texte modifié et je crois comprendre que d'autres collègues sont prêts à déposer des sous-amendements. D'accord. Avis de la commission. Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais rappeler pour nos collègues la définition de ce que représente la marge arrière. Elle désigne la rémunération qui est perçue par le distributeur en contrepartie des services qui sont rendus à un fournisseur. Les mises en avant de produits, la publicité sur les lieux de vente et les attributions d'emplacements privilégiés dans les magasins. Les marges arrière améliorent directement la rentabilité, mais malheureusement ne contribuent pas à la transparence car, contrairement aux remises et aux rabais commerciaux qui sont consentis par les fournisseurs, elles ne viennent pas en déduction du prix d'achat des produits. C'est une pratique qui est critiquée pour son impact négatif sur les prix à la consommation. Certaines de ces marges arrière peuvent même aller jusqu'à représenter 35% du prix qui est facturé. Je considère toutefois que les marges arrière sont peut-être légitimes, mais nécessitent une grande rigueur dans leur mise en œuvre et leur justification pour éviter des pratiques abusives. Régulée à 10% du chiffre d'affaires, comme le proposait le sénateur Lurel, elle pourrait bénéficier aux consommateurs en jouant sur les seuils de vente à perte. Néanmoins, je m'interroge sur 2 points sur votre amendement. L'amendement n'est pas assez précis concernant le chiffre d'affaires retenu. Est-ce que c'est ce chiffre d'affaires global ou bien le chiffre d'affaires par ligne de produit? Ça, je ne savais pas. Et la lisibilité et la faisabilité d'un ticket faisant apparaître l'ensemble des marges arrière, ça paraît assez incohérent. C'est pourquoi je demande l'avis du gouvernement sur cet amendement. Monsieur le ministre d'État, à vous. Oui. Merci, Madame le rapporteur. Vous me laissez seul face à Victorin Lurel. Vous ne savez pas ce que c'est. Cet amendement vise à encadrer, ça a été dit, vous venez de le rappeler, la pratique des marges arrière et à renforcer la transparence concernant les remises sur les factures d'achat et tickets de caisse. Monsieur le ministre, cher Victorin Lurel, vous le savez, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire il y a un instant, je veux m'attaquer à la question des marges arrière. Ici, au Sénat, chacun sait les effets négatifs que ces pratiques peuvent avoir sur les fournisseurs, notamment les plus petits d'entre eux, et plus particulièrement les producteurs locaux. Dans les Outre-mer, ça a été dit par plusieurs orateurs, la situation est encore plus problématique, le niveau global des marges arrière étant bien supérieur à celui que l'on constate dans l'Hexagone. Le manque de transparence qui entoure cette pratique accentue la difficulté pour les fournisseurs, rend plus délicat le contrôle de l'État et empêche trop souvent, en pratique, que ces marges arrière soient répercutées sur le prix de vente aux consommateurs. Et c'est bien là-dessus que nous devons agir. Toutefois, les modifications du 1 du nouvel article du Code de commerce que vous créez, encadrant les remises, bonifications, ristournes et avantages publicitaires, commerciaux et financiers assimilés de toute nature, pourraient se heurter à la liberté du commerce garantie par la Constitution, car ils viennent limiter une pratique commerciale librement consentie, avec toutes les limites que l'on sait, mais légales, entre fournisseurs et distributeurs de façon disproportionnée. À cet égard, la comparaison, me semble-t-il, avec le secteur pharmaceutique n'est peut-être pas totalement pertinente, car pour ce secteur, les prix y sont réglementés. Par ailleurs, au contraire de l'objectif poursuivi par votre proposition de loi, et là je demande peut-être à ce qu'on les change un peu plus, un tel encadrement des marges arrière pourrait renchérir les prix. En effet, en supprimant le bénéfice de remises, ristournes, rabais aux distributeurs, ces derniers ne pourraient pas les répercuter directement sur le prix final ou ne seraient plus en même capacité de mener des campagnes promotionnelles comme ils le font aujourd'hui. Car, et vous le savez, puisque vous avez proposé 2 amendements différents, ou un amendement de retrait, il y a peut-être, on peut le dire ainsi, des marges arrière plus vertueuses que d'autres. J'indique enfin, ou j'indique en revanche, que l'obligation d'inscription des avantages obtenus sur les factures d'achat va dans le bon sens et faciliteront les contrôles réalisés par la DGCCRF. J'ai déjà l'occasion de le souligner, c'est avant tout en matière de transparence que nous devons avancer sur cette question.
Aussi, je vous propose que nous puissions travailler ensemble dans les prochaines semaines pour faire en sorte de ne retenir que cette partie du dispositif en le calibrant mieux. Mais moi, j'entends le débat. Je voudrais peut-être entendre votre réaction avant de répondre à Madame le rapporteur, de dire quelle pourrait être la position du gouvernement, parce qu'on est dans une proposition de loi. Je suis attentif au débat tel qu'il est. Je vois bien les contraintes dans lesquelles nous sommes, le ministre avec le gouvernement, Madame le rapporteur avec le gouvernement, avec les sénateurs, et vous-même avec nous tous. Mais essayons de voir quel est le bon chemin que nous pouvons trouver dans le débat dans les prochaines minutes. Monsieur Lurel. Merci, Monsieur le Président. Pour répondre d'abord à Monsieur le ministre, il ne s'agit en aucun cas d'interdire les marges arrière. Il s'agit d'un plafonnement. Deuxièmement, il ne s'agit pas de toucher à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre. C'est constitutionnel. Donc c'est la raison pour laquelle on a fait une meilleure rédaction correspondant à l'article 441-3, L441-3 du Code de commerce. Il y a une segmentation, une distinction claire entre ce qui est autorisé dans les marges et toutes les inventions et les prestations fictives. C'est la raison pour laquelle, dans le grand 1 de l'amendement de repli, on cite ce qui est dans le 441-3. Et tout ce qui est fictif, les boosters, les assortiments, les chiffres d'affaires par palier, et que sais-je encore. En revanche, Madame la rapporteure a parfaitement raison, il y a de vrais services, de vraies prestations qui sont rendues en publi promotion, en présence dans les prospectus qui méritent d'être payés. C'est ce qui est dit dans le repli. En revanche, on a un problème sur le taux. Moi, j'ai proposé 10%. Je dois dire, Leclerc fait 22% en Guadeloupe et en Martinique. Je cite, je suis franc ici. Le groupe GBH, c'est parfois 25%. Ça peut aller à plus de 30%. Comment voulez-vous, parce qu'on reçoit ça des fournisseurs, qu'il y a des fournisseurs locaux, des producteurs locaux, et qui sont ruinés par ça, parce qu'ils doivent faire des restitutions. Alors en revanche, pour les plateformes, peut-être qu'il y a effectivement une incidence sur les prix, mais comme rien n'est parfait, donc j'ai proposé qu'il y ait un encadrement respectant la Constitution, respectant le Code de commerce, et qui pourrait ne pas impacter les prix. Voilà ce pourquoi je dépose ce nouveau texte, revu et corrigé, pour trouver un compromis qui consiste à dire que ce que je demande, puisqu'il y a quelques incertitudes, je demande une expérimentation sur 5 ans. Et que ce sera entré en vigueur, moi je disais 6 mois après la promulgation de la loi, le temps que vous évaluez la chose pendant la navette, et même après en attendant votre grande loi. Moi voilà ce que je demande à l'Assemblée, un compromis tenant compte des deux avis, et priorisant le texte modifié, revu et corrigé, tenant compte des avis qui ont été émis. Donc j'attends votre retour et j'espère que ce sera sinon sagesse, mais du moins, favorable, du moins sagesse. Alors, chers collègues, afin que nous ayons une bonne connaissance de la rectification que vient d'effectuer le collègue M. Lurel à son amendement numéro 12, ainsi rectifié, voilà ce qui est rajouté. Article L410, à titre expérimental, pour une durée de 5 ans et 6 mois après la promulgation de la présente loi dans les collectivités relevant, etc. C'est ensuite l'article 12 précédent. C'est cette partie-là qui a été rajoutée. Et oui, et puis un peu, on a... L'avis de la commission, chers collègues, Madame la rapporteure. Est-ce que ce changement de dernière minute vous agrée ou pas? Je pense qu'un changement de dernière minute, Monsieur Lurel, est négatif. On se précipite. On a des textes qui vont être étudiés prochainement. On a le ministre qui va faire des propositions également. Donc je trouve que c'est dommage de ne pas avoir suffisamment travaillé sur ces marges arrière. Comme je vous l'ai dit, je pense que vraiment il y a un intérêt d'amélioration avec les marges arrière, c'est-à-dire de les ramener, de les cantonner par exemple à 10%, parce que si on arrive
à les cantonner à 10% et qu'elles sont faites intelligemment avec des contrôles intelligents, parce qu'il faudra faire des contrôles avec la Direction générale de la concurrence et de la consommation, les marges arrière, quand elle est traitée à 10%, elle peut devenir une marge avant et permettre à ce moment-là, dans ces conditions-là, de pouvoir améliorer la vente à perte. Donc de cette manière-là, elle bénéficie indirectement aux consommateurs et elle permet d'améliorer la vie chère. Donc je trouve que c'est un petit peu précipité. Il faut étudier beaucoup plus ce texte-là, même si je suis d'accord avec vous sur le fond. Monsieur le ministre, même avis. Donc, si j'ai bien compris, ce que vous propose à la fois la rapporteure et monsieur le ministre d'État, c'est de mieux travailler cet amendement sur les marges arrière pendant la navette. Et donc, on vous demande, monsieur Lurel, est-ce que vous retirez votre amendement? Oui, mais alors, normalement, vous ne pouvez pas reprendre la parole. Allez, rapidement. Allez-y, mais vraiment en quelques secondes, parce que sinon, on va... Je sais que le temps est compté. Très bref. Tout ce que demande madame la rapporteure, c'est dans le texte. Deuxièmement, ça fait plus de 20 jours qu'on a envoyé ça et ici et au cabinet du ministre. On avait le temps d'approfondir. Enfin, pour tenir compte des objections que j'ai entendues, on supprime aussi apparaître sur les tickets de caisse. Ça touche peut-être au secret commercial. On l'enlève. On fait une expérimentation. Pendant 5 ans, on a le droit de contrôler, d'expérimenter. Entre-temps, si le ministre prend la grande loi que nous attendons, il pourra mieux travailler et réécrire. C'est pourquoi je maintiens le texte en demandant aux collègues de voter ça. Si, monsieur Ça fait Patient. trop longtemps qu'on attend. Cette pratique de marge arrière fait l'objet de vives critiques chez nous et on ne peut rester sans réagir et surtout renvoyer une fois de plus aux calendes grecques. Alors, j'avais un sous-amendement qui reprend en fait les dernières propositions de Victorin Lurel. Donc, je demande qu'on tienne compte de ce sous-amendement en faisant en sorte que le plafonnement des marges arrière proposé soit de façon expérimentale pour une durée de 5 ans et qu'on enlève également sur les tickets de caisse l'apparition sur les tickets de caisse. Dans l'amendement ainsi rectifié. Monsieur Rodrich, je crois que c'est vous qui aviez demandé, non? D'accord. C'était pour indiquer que monsieur Patient souhaitait s'exprimer. Je vous remercie. Bon, je vais mettre aux voix l'amendement... Ah, madame la rapporteure, je vous en prie. Écoutez-moi, on a discuté avec monsieur le ministre et la présidente de la commission. Si on est sur, le chiffre d'affaires sur le produit, sur la ligne de produit, et il n'y a pas de ticket, il n'y a pas de ticket avec le détail, peut-être qu'on pourrait être d'accord avec le gouvernement pour l'expérimentation pendant 5 ans. Bon, j'ai compris que l'amendement 12 rectifié hein. recevait donc, à ces conditions que vous venez d'exprimer, un avis favorable. Mais je crois que madame la présidente non souhaitait s'exprimer? Non? Non, madame. Donc du coup, nous avons un double avis favorable sur le 12 rectifié. Alors donc, qui est d'avis de l'adopter, je vous demande de le faire en levant la main. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ainsi, le 12 rectifié est donc ainsi adopté. Après l'article 1, j'ai un amendement numéro 9. Monsieur Lurel. C'est pour améliorer la loi de 2012 et intégrer les marques de distributeurs et les produits premier prix. Mais je le dis très clairement, je sais que ça fait débat encore aussi entre nous malgré l'avis favorable de notre rapporteur. Je sais que le gouvernement est un peu plus réticent. Là aussi, je suis prêt à reculer et à supprimer les MDD et les produits. De laisser le 2 de l'article 420-4 qui consiste à respecter davantage le code de commerce, à savoir lorsqu'il y a rupture abusive. Ça se fait fréquemment sous prétexte de respecter la loi Lurel. Je prends un groupe, je nomme, NC a arrêté brutalement, Carrefour a arrêté brutalement, et hier encore l'AFP parlait des pratiques de Carrefour. Il faut en tenir compte, de dire quand il y a rupture abusive, il faut au moins un préavis de 18 mois. C'est dans le code de commerce, mais ce n'est pas appliqué dans les Outre-mer. C'est du bon sens. Merci. Avis de la commission. Alors, madame la rapporteure n'a pas compris ce que vous avez dit. Est-ce que vous pouvez reprendre l'exposé des motifs de votre amendement, chers collègues? C'est bon, madame la rapporteure?
Vous modifiez votre texte ou vous le gardez en l'état? Vous enlevez la première partie et vous ne gardez que le préavis. Alors, je suis d'accord avec vous sur le principe du préavis, mais la seule difficulté qu'il y a, c'est que votre amendement est satisfait par la loi. L'article 442 du Code de commerce engage déjà la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice qui a été causé en cas de non-respect d'un préavis de 18 mois. Et le reste, la jurisprudence, elle est constante sur le sujet. Bon, on arrive au même résultat je vais attendre peut-être l'avis du gouvernement pour savoir s'il est favorable, pas ou sagesse, et je répondrai après. Monsieur le ministre d'État, à vous. Monsieur Lurel, je trouve très créatif la manière dont on travaille au Sénat. J'aime bien, hein. Je ne critique pas, Monsieur le Président. Hein. C'est très intéressant d'ailleurs. Oui, c'est in vivo. On construit. Oui, c'est sympathique. Votre amendement vise, remettons l'église au milieu des villages, comme on dit chez les laïcs, vise à élargir l'interdiction des clauses accordant des droits exclusifs d'importation non justifiés par l'intérêt des consommateurs à la distribution des produits à marque de distributeur et des produits premier prix d'une part, et à créer donc une nouvelle infraction en droit à la concurrence à travers l'interdiction d'accords exclusifs de distribution d'autre part. Il s'agit donc d'améliorer la loi dont nous parlions tout à l'heure, la loi LROM, et grâce à laquelle vous avez pu, lorsque vous étiez au gouvernement, améliorer la concurrence dans le secteur de la grande distribution. Je comprends parfaitement l'objectif d'aller plus loin sur l'interdiction d'accords exclusifs de distribution, d'autant que dans les Outre-mer, les groupes s'approvisionnent de mêmes produits marques de distributeurs. Votre amendement, au-delà des modifications que vous avez apportées, vise dans un second temps à protéger les entreprises victimes d'une rupture de contrat à la suite d'un accord exclusif d'importation. En l'état, les entreprises victimes de pratiques anticoncurrentielles, notamment d'un accord exclusif d'importation prohibé par l'article L420-2.1 du Code de commerce, peuvent déjà, c'est ce que disait Madame le rapporteur, saisir le juge judiciaire afin d'obtenir réparation du préjudice subi. Il lui appartient ensuite de déterminer l'étendue du préjudice qu'il convient de réparer. Donc, en l'état, dans la discussion que nous avons, le gouvernement émet un avis de sagesse parce que je pense, ne le prenez pas mal, qu'au-delà même de la petite modification que vous avez apportée, il pourrait retravailler. Mais je laisse le débat avoir lieu. De ce point de vue-là, je le répète, j'émets un avis de sagesse. Merci, il ne vous a pas échappé, Monsieur le Ministre, que nous travaillons même pendant la séance. Alors, il y avait Madame Labille qui voulait s'exprimer ou Madame la rapporteure d'abord? Ah oui, alors c'était un avis de sagesse. Alors maintenant, quel est celui de la commission du coup? Alors, je maintiens ma position, Monsieur Lurel, et donc j'ai un avis défavorable. Je pense qu'il faut travailler sur ce texte. Vous le savez, on en a déjà discuté. Je suis totalement contre l'empilement de textes pour arriver exactement au même résultat. Madame Labille, allez-y, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure, je vous remercie. Alors, on a parlé de Vaval au Sénat tout à l'heure. Je crois que Vaval est bien au Sénat. Merci, Madame la rapporteure, de nous dire que ce n'est pas comme ça qu'on modifie un texte parce qu'on a décidé, on va s'arranger. Les ultramarins ont besoin de mieux que cela. Prenons le temps. Monsieur le ministre, je crois que vous vous êtes engagé à travailler sur un texte qui conviennent aux ultramarins, qui aillent dans le sens d'une amélioration de la vie dans les Outre-mer. Ne laissons pas certains pour pouvoir tirer une certaine communication glorieuse, comme ils l'ont fait sur un certain amendement sur les sargasses et après ne votons pas la PPL. Ne laissons pas certains vouloir se mousser cet après-midi. Je vous remercie. Merci, Monsieur Lurel. Monsieur le Président, ça fait 20 ans que je combats pour lutter contre la vie chère. Ce n'est pas aujourd'hui que je cherchais des effets de manche ou de menton et vous cherchez de la pub. Je suis un vieux parlementaire. Comme dirait le ministre, je n'ai plus ces gamineries-là.
Bon, voilà. Pour ce que dit Monsieur le ministre et notre rapporteur, que c'est dans le texte, je peux vous assurer, et ça c'est le vécu des commerçants, il n'y a aucune plainte, aucune jurisprudence sur les Outre-mer, aucune sanction des pratiques illicites. Et je le dis, Monsieur le ministre, la DGCCRF, je le dis brutalement, ne fait pas son job parce qu'ils ont tous les textes, la rapporteure l'a dit, au nom du secret, ils ont tous les textes, ils savent que ce n'est pas respecté. Ensuite, je finis. Aucun ne portera plainte parce qu'il y a une vraie menace qui pèse sur tous les produits. Vous dites non à un grand groupe pour un produit, il vous supprime tout le bail commercial. Donc, ce n'est pas appliqué. Il est préférable de le dire dans le texte. Ce n'est pas du bavardage, ce n'est pas un texte bavard pour qu'il y ait une obligation d'application. Et je finis, je suis déjà trop long. Il faudrait une sanction dans le texte. On le laisse à la navette pour dire si c'est interdit, eh bien il faudra une sanction et un mode de recouvrement selon le titre 4 du livre 5 du Code de commerce. On connaît bien le texte. Simplement, il manque une volonté politique. C'est ce que je demande aux collègues. Ensuite, il ne s'agit pas d'un surcroît de texte. C'est un texte qui existe et c'est un texte, on veut son application concrète. Merci. Je vais donc mettre aux voix l'amendement numéro 9 qui a été rectifié en séance en supprimant la première partie de ce dernier amendement. Madame la rapporteure, vous voulez vous exprimer? Oui, qu'il n'y a plus le primo, mais ça je l'ai dit. Vous voulez rajouter quelque chose? La discussion est libre, vous avez vu que... Donc je vais répéter ce que sont les avis. Il y a un avis défavorable de la commission et un avis de sagesse du gouvernement. Qui est pour cet amendement numéro 9 rectifié? Faites le savoir en levant la main. Je crois qu'il faut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Article 2, l'amendement 4 rectifié, Monsieur Roffrich. Pardonnez-moi, Monsieur le Président, j'étais encore un peu pensif en contemplant le combat qui vient de se dérouler. En l'état, l'article L420-5 du Code du commerce permet de réguler les pratiques commerciales dans les départements d'outre-mer lorsqu'il existe une concurrence entre les produits locaux et ceux importés à bas coût, surtout dans l'alimentaire. Il permet la protection des acteurs locaux, mais se limite aux produits identiques ou similaires, ne prenant ainsi pas en compte certaines situations de comparabilité de produits alimentaires. Par exemple, le cas concret des produits surgelés importés, qui, bien que non strictement identiques aux produits frais locaux, répondent aux mêmes besoins alimentaires et exercent une concurrence directe sur les marchés locaux. En raison des coûts de transport et normes sanitaires ou de stockage différents, leur prix est souvent inférieur à celui des produits locaux. De ce fait, même s'ils n'en sont que de substituts, leur impact concurrentiel les rend comparables aux produits frais locaux et fragilise l'équilibre économique du territoire. C'est pourquoi cet amendement propose d'élargir la notion de concurrence en intégrant les produits comparables. Il vise ainsi à soutenir l'autonomie alimentaire des territoires ultramarins concernés, qui nous est à tous chers, en renforçant la compétitivité des produits locaux et garantir une concurrence équitable en offrant une protection efficace contre les pratiques commerciales déloyales. Définition des produits comparables sera précisée par décret pour garantir son application juste et adaptée aux réalités locales. Merci. Merci, Madame la rapporteure. Avis de la commission, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Je suis défavorable, Monsieur le Sénateur, à cet amendement qui aura pour finalité le soutien à une offre commerciale qui sera plus coûteuse, en contradiction à l'objectif même de la PPL du sénateur Lurel, qui est de lutter contre la vie chère. J'ai compris que l'auteur entend lutter contre la part croissante de certaines denrées alimentaires peu chères et de mauvaise qualité, transitant par la métropole, celles qu'on appelle les produits de dégagement. Merci. Avis du gouvernement. Je ne veux pas être long parce que je sais que l'après-midi est chargé. J'indique seulement, pardon monsieur le sénateur, que dans la pratique, vous le savez, le représentant de l'État tient déjà compte
d'un certain nombre de critères lors des négociations avec les acteurs. Il tient à la fois compte des baisses de prix au bénéfice des consommateurs et du souhait d'inclure davantage de produits frais dans les accords de prix, favorisant donc la production locale et la qualité des produits qui font l'objet d'un accord. Et donc il faut garder en tête l'objectif de baisse des prix auquel, je crois, cet amendement ne participe pas nécessairement. Toutefois, il est indispensable de favoriser et de faciliter la production locale. C'est une de nos priorités partagées sur tous ces bancs. Et ce n'est qu'à cette condition que nous pouvons alors engager une véritable transformation économique des territoires ultramarins. J'ai des réserves sur cet amendement, mais vu l'intérêt et le débat que cela provoque, j'émets un avis de sagesse. Monsieur Lurel, vous souhaitiez vous exprimer? Le collègue Rofritch a déposé un texte que nous connaissons, à savoir ce que la rapporteure a qualifié de produit de dégagement. Ça veut dire quoi? Quand vous prenez du porc breton ou un poulet, il y a 75% d'eau qui arrive. Comme c'est en fin de série, c'est au coût marginal zéro. Donc c'est vendu à perte là-bas. Et mon frère qui est un gros producteur de porc, il a lui du mal. Mais vous avez raison, madame la rapporteure, c'est plus cher. Alors qu'est-ce que fait le conseil régional qui fixe les tarifs? Quand ça arrive à bas coût, ils augmentent le taux d'octroi de mer, ce qui fait que ça enrichit les collectivités, mais pas forcément le consommateur. Il y a un petit écart qui reste. Donc il y a là un problème. Je pense qu'il ajoute une seule chose, il n'a pas tort de dire ce que dit le texte de 2018, ça existe déjà. Simplement, il dit ces produits identiques et similaires. C'est ce que dit la loi. Là, il ajoute comparable parce qu'on change les emballages et donc il faut changer des lignes d'octroi de mer. C'est un texte de bon sens qu'il présente. Et ça ne change pas fondamentalement, il ajoute un adjectif comparable pour permettre de développer. C'est vrai qu'il y a toujours des incidences et ce n'est pas de la bureaucratie, c'est un adjectif que je vous demande de voter avec le collègue Rofritch. Allez, on va voir si nos collègues... Qui c'est qui là? Monsieur Patient. Bien, malgré moi, je voterai contre cet amendement et je vais me ranger sur la position de Madame la rapporteure. Je prendrai un seul exemple. Moi, je suis de Guyane. Le poulet surgelé importé, qui est quand même contrôlé par les services sanitaires, est à 2 € le kilo, quand le poulet local est à 15 € le kilo. Et c'est la nourriture de base, le poulet en Guyane. Donc cet amendement, en l'état, risque de créer beaucoup plus de dégâts que de rendre la vie moins chère. Merci. Je vais donc mettre aux voix le 4 rectifié qui a eu un avis défavorable de la commission et de sagesse du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le numéro 5 de M. Rofritch, toujours. Oui, chers collègues, vous êtes sur la brèche. Ah, c'est M. Patient qui s'y colle. L'article 2 de cette proposition de loi cherche à limiter le renforcement de groupes déjà en position dominante sur les marchés ultramarins. Un objectif louable pour accroître la concurrence localement. Cependant, les spécificités de chacun des territoires doivent être prises en compte. La densité commerciale, par exemple, n'est pas la même. Ainsi, en Guyane, où la population est en pleine croissance, il faut favoriser l'installation de grandes surfaces commerciales, car certaines parties du territoire en sont encore dépourvues. La population n'a à sa disposition que de petits commerces de proximité, dont on sait qu'ils proposent moins de produits et à des prix plus élevés. Or, la limitation quant à instaurer cet article risque de ralentir ou même de bloquer le déploiement de ces commerces, faute de groupes suffisamment dimensionnés. Cet amendement vise donc à adapter l'article 2 pour tenir compte de ces réalités. Avis de la commission. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement crée une exception au seuil de part de marché à partir duquel les commissions départementales d'équipement commercial peuvent saisir l'autorité de la concurrence en vue d'autoriser une exploitation commerciale. J'y suis défavorable parce que je considère qu'il contredit à l'objectif de la PPL du sénateur Lurel, parce qu'il accroît il accroît la concurrence aux outre-mer. Monsieur le ministre d'État.
Même avis. Oui, allez-y, monsieur Patient. La densité commerciale n'est pas la même dans tous les territoires et départements d'outre-mer. Il concerne, cet amendement, que les collectivités où la densité commerciale est faible, comme Saint-Pierre, comme Saint-Martin, comme Saint-Pierre-et-Miquelon, comme Saint-Barth, et bien sûr la Guyane, qui a une structure différente des autres territoires d'outre-mer. La Guyane, c'est 83 000 km², c'est 3 habitants au kilomètre carré, quand la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion en ont plus de 400 habitants. Le PIB également de la Guyane n'est que de 15 000 € par habitant, contre 23 000, 25 000 pour les Antilles et 40 000 par exemple pour l'Île-de-France. Donc il faut adapter la situation à celle de la Guyane. Je n'ai pas mentionné également que les communes sont distantes en Guyane, quelquefois pas accessibles, et qu'il n'y a pas de route pour pouvoir y circuler. Donc une situation différente, des dispositions différentes pour la Guyane. Allez, je soumets au vote l'amendement numéro 5 qui a un avis défavorable de la commission et un avis défavorable du gouvernement qui est pour. Pardon ? Allez-y, Madame Jacques. Nous passions au vote. Monsieur le Président, j'adhère parfaitement à ce qu'a dit notre collègue Georges Patient. C'est vrai qu'on ne peut pas comparer la Guyane aux autres et que la différence entre il n'y a pas de mobilité en Guyane. Donc, vous avez des villages qui sont complètement isolés et qui ont besoin d'accéder aux produits de première nécessité. Merci. Donc, je vais mettre au vote la rapporteure. Allez-y, chers collègues. Un mot. Je vous avoue franchement, monsieur Lurel, là je ne vous comprends pas. Autant je comprends pour la Guyane qu'on puisse avoir sur un territoire qui est petit, qu'on ait besoin de cela, mais le problème c'est que le texte n'est pas un texte spécifique pour la Guyane, il est pour tout l'outre-mer. Et ça, pour toutes les autres parties du territoire qui sont la Réunion, qui sont la Martinique et autres, ce texte-là vient vraiment un obstacle à votre proposition de loi. Ah, j'aime quand vous me dites ça. Allez, je mets aux voix l'amendement numéro 5 qui a reçu un double avis défavorable de la commission et du gouvernement qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il n'est pas adopté. Amendement numéro 2, monsieur Rofrich. Allez-y. Alors, force est de constater que les OPMR dans les territoires ultramarins sont aujourd'hui des structures inopérantes, ou du moins l'opérationnalité disparate et limitée, souvent entravée par une incapacité matérielle. Cette situation soulève des interrogations quant à leurs prérogatives exactes et à la manière dont elles assurent leur rôle, aussi s'agissant du bouclier qualité-prix. Si leur nécessaire importance n'est pas à prouver, leurs moyens restent trop faibles. C'est pourquoi cet amendement vise à clarifier le statut des OPMR, afin qu'ils puissent assurer leur pleine capacité opérationnelle, qu'ils puissent répondre à leur mission dans l'intérêt des consommateurs et des acteurs économiques locaux. Merci. Madame la rapporteure, pour la commission. Merci, Monsieur le Président. Je suis favorable à cet amendement d'appel qui ne changera pas en soi la situation des observatoires des marges et des prix, mais qui attire peut-être l'attention du gouvernement sur la nécessité de doter ces structures de moyens leur permettant d'assurer leur mission. Merci, Monsieur le ministre d'État. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais rappeler que les moyens, Monsieur le Sénateur, des OPMR ont été renforcés, on peut considérer de manière significative, pour passer de près de 300 000 € à 600 000 € dans la loi de finances 2019, suite aux engagements qui avaient été pris par le gouvernement. Depuis 2019, ce budget a été reconduit dans chaque loi de finances, alors que, vous le savez, ces budgets ont tendance plutôt à être réduits. Il ressort que pour les 2 derniers exercices budgétaires 2023 et 2024, ce budget de 600 000 € n'a pas été entièrement consommé. On pourrait considérer qu'il est suffisant et adapté à l'activité actuelle et à l'exercice des missions des OPMR. Le secrétariat de chaque observatoire, vous le savez, est assuré par les services de l'État présents dans les collectivités concernées, et vous en savez quelque chose, fournissant ainsi déjà les moyens nécessaires. Et puis, on pourrait se réinterroger en accompagnant les OPMR afin qu'ils puissent consommer au mieux le budget qui leur est alloué. Alors,
l'évoquera peut-être dans la prochaine loi de finances. Mais bon, c'est une manière, je pense, d'indiquer, comme vient de le dire Madame le rapporteur, le rôle de ces outils. D'une manière générale, il faut vraiment qu'on interroge tous nos outils d'évaluation, de contrôle des coûts, des prix. Le gouvernement est favorable malgré ces précautions de langage que j'ai pris. Merci, Monsieur le Ministre. Sur l'amendement numéro 2, qui a reçu un double avis favorable de la Commission et du gouvernement, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il est adopté. Amendement 8 rectifié bis. Monsieur Ruel, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Comme je l'évoquais à l'occasion de la discussion générale du groupe RDSE sur ce texte, je vous présente ici un amendement visant à garantir la régulation économique de mon archipel, d'assurer que toute prise de décision hâtive et ne précipite pas nos concitoyens dans la difficulté sur le territoire où le coût de la vie est déjà très élevé. Le dispositif est simple, permettre à l'Observatoire des prix, des revenus et des marges d'être saisi afin d'effectuer une étude d'impact sur une décision de modification structurelle des conditions de la desserte maritime internationale. J'entends l'argument qui me sera rétorqué consistant à questionner ce dispositif sur la nécessité d'un avis conforme en bout de course. Cependant, je maintiendrai cette proposition car elle est essentielle pour mon territoire et repose sur 2 piliers, l'évaluation et la concertation. L'évaluation d'abord, car la desserte internationale maritime en fret de Saint-Pierre-et-Miquelon constitue la colonne vertébrale de toute l'activité économique et de toute la consommation de ce territoire isolé. Modifier la méthode d'approvisionnement peut entraîner des conséquences très négatives pour le coût de la vie. Une étude d'impact est nécessaire pour optimiser la prise de décision. La concertation ensuite, puisque comme vous le savez, les services de l'État, les élus et les forces économiques d'un territoire siègent dans l'Observatoire des prix, des revenus et des marges. On ne laisse plus la place à l'arbitraire, le dialogue prime et les décisions sont réfléchies et incontestables. Enfin, je finirai par un rappel, celui du contexte international dans lequel Saint-Pierre-et-Miquelon, archipel français d'Amérique du Nord, s'inscrit pleinement. En plus des relations et négociations souvent difficiles avec le voisin canadien, s'ajoute la politique protectionniste et agressive de nos autres voisins, les États-Unis de Donald Trump. Nous ne pouvons pas nous permettre de naviguer à vue sur le sujet de desserte maritime internationale en fret. Je vous remercie. Merci. Avis de la Commission, Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Je suis défavorable à cet amendement. Un tel dispositif conduirait à faire des observatoires un espace de concertation ad hoc et donc de l'éloigner considérablement de sa mission d'origine d'observatoire. Monsieur le Ministre. Même. Donc, je vais mettre aux voix le 8 rectifié bis qui a reçu un double avis défavorable de la Commission et du gouvernement, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il n'est pas adopté. Amendement numéro 1, Monsieur Rofrich. Oui, merci. Cet amendement qui vise à rendre public par l'État le rapport annuel produit par chaque observatoire des prix, des marges et des revenus, OPMR, afin que ceux-ci gagnent en visibilité. C'est donc un pas pour lutter contre la vie chère et renforcer la confiance des consommateurs. Donc je vous invite à soutenir notre amendement. Merci, Madame la rapporteure, pour la Commission. Je suis dans le principe favorable à cette démarche qui vise à la publication d'un rapport annuel de chaque observatoire des prix. Cependant, la publication de tels rapports n'aura de sens que lorsque ces observatoires auront du personnel pour pouvoir effectuer ces rapports, de pouvoir les concevoir et de pouvoir les livrer. Donc il n'y a pas de moyens humains aujourd'hui, d'autant plus que j'ai rencontré un certain nombre, pendant les auditions, un certain nombre de présidents des observatoires qui sont des magistrats bénévoles et qui n'ont pas de personnel avec eux. Donc, et c'est pour ça que je demande l'avis du gouvernement afin que le ministre puisse certifier ses intentions en la matière, les clarifier. Et si des garanties sont apportées, je ne vois aucune raison de s'opposer à la publication. Responsabilité pour vous, Monsieur le Ministre, à vous de vous exprimer. Monsieur le Président, j'échapperai à mes responsabilités, mais dans la mesure où les OPMR ne peuvent effectuer eux-mêmes cette obligation de publication,
l'autorité administrative peut se charger de cette opération. Cette proposition paraît positive et permettra de mieux faire connaître l'ensemble des travaux et études que réalisent les OPMR. Il faudra donc qu'ils réalisent chaque année un rapport annuel, ce qui n'est peut-être pas systématiquement le cas à ce jour. Et le rapport pourra être en ligne sur le site des services de représentants de l'État concernés. C'est une avancée. Je suis donc favorable à cet amendement. Merci, monsieur le ministre d'État. Donc, la commission se range à l'avis du ministre qui est favorable. Donc, cet amendement numéro 1 a eu un double avis favorable de la commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Même vote pour l'article 2. Adopté. L'article 3 est supprimé. Après l'article 3, 2 amendements en discussion commune et un sous-amendement. Le 13 rectifié. Monsieur Lurel. Je tente de me... C'est sur les conditions générales de vente, je crois. C'est bien ça, qui inclut Saint-Pierre et Miquelon. Quel est le problème pour ne pas lire tout cet exposé des motifs? Lorsque les plateformes de vente et les centrales d'achat vendent, ils considèrent les Outre-mer comme des étrangers. Et j'espère que je ne me trompe pas, c'est sur le 10, le 13 rectifié, garantit l'égalité de traitement des acteurs économiques des consommateurs en conditions générales de vente. C'est ça, c'est bien les conditions générales de vente. Lorsque on fait une relation commerciale, on fait un contrat, il y a d'abord les conditions générales de vente. On peut faire un document unique ou on peut faire un accord cadre. Ensuite, tout ça est décliné dans des contrats dits d'application. On supprime les Outre-mer. Et là, il suffit de dire simplement, ça s'applique de plein droit dans les Outre-mer. Mon collègue Teva Rohfritsch a déposé la même chose. J'ai déposé aussi la même chose. Je souhaiterais que tous ensemble, quelle que soit la rédaction que l'on retiendra, que nous fassions dans l'égalité et que nous votions ce texte-là, sous réserve là aussi, peut-être de l'améliorer dans la navette. J'ai la faiblesse de croire, Monsieur le Président et chers collègues, que mon texte est un peu mieux rédigé que celui de mon collègue Teva. Pourquoi? Dans son amendement, on confond le statut douanier fiscal et le fait que nous appartenions à la République française. Une partie est constitutionnelle, l'autre partie sur territoire d'exportation, c'est des pays étrangers. Nous sommes considérés comme des territoires d'exportation au sens douanier et fiscal du terme, ce qui justifie les différences d'imposition. Octroi de mer, TVA à 8,5 et non pas à 20, TVA réduit à 2,1, etc. Je demande tous dans cette discussion que nous le votions, quel que soit l'avis que pourra donner nos rapporteurs et notre ministre. C'est le même texte. Simplement, il faut une bonne rédaction. Le numéro 3 rectifié, monsieur Rohfritsch. Défendu. Et le sous-amendement. Monsieur Ruel. Oui, je voyais ça. Merci, Monsieur le Président. Oui, je vous présente cet amendement afin que Saint-Pierre-et-Miquelon puisse être inclus dans ce dispositif très intéressant pour l'ensemble de nos territoires ultramarins. Merci. Avis de la commission, madame la rapporteure, sur cet amendement. Alors, je voudrais étudier 3 amendements en même temps, le 3, le 3, le 13 et le 10. Alors le 3, on n'en parle plus. Dans le 15, il est avec le 3. Le 3. Sous-amendement du numéro 3. Alors moi, je suis favorable à l'esprit de ces amendements, monsieur Lurel, qui vise à l'application en Outre-mer des conditions générales de vente identiques à celles de la métropole. Alors, pour moi, monsieur le ministre, c'est un sujet fondamental des conditions générales de vente, ce qu'on a dit tout à l'heure, et l'uniformisation des conditions générales de vente en Outre-mer. Et je pense qu'il y aura vraiment un effet porteur sur la vie chère et ça réduira un certain nombre de coûts qui sont imposés aux distributeurs.
Je pense également que cette seule mesure tout seul ne suffira pas pour éliminer les causes des écarts de prix entre la métropole et les outre-mer. Alors je souligne que je suis moi favorable au texte de l'amendement de Monsieur Lurel. Je suis désolée vis-à-vis de mes autres collègues, donc l'amendement numéro 10, que je trouve être mieux rédigé et beaucoup plus simple dans sa lecture. Pour une fois, Monsieur Lurel a fait quelque chose de simple, donc je demande le retrait. Donc je demande le retrait. Ah, vous allez m'aimer à la fin, hein. Je demande le retrait des autres amendements au profit de l'amendement 10 de Monsieur Lurel. Juste, il s'agit du 3, on est sur le 13 rectifié là. Hein. Il s'agit, vous demandez le retrait du 3 rectifié et du 15, si j'ai bien compris. De toute façon, si le 13 venait à être adopté, les autres tombent. Monsieur le ministre d'État. Oui, mais dans l'ordre, on est obligé d'abord de prendre le 13 rectifié. L'ordre là. Ça va être une surprise. Monsieur le Président, j'allais dire que j'étais d'accord avec Madame le rapporteur, mais là, je ne veux pas créer un incident. Non, mais je vais aller dans le même sens. Je rappelle évidemment que fiscalement, les territoires ultramarins, ça a été dit tout à l'heure, sont définis comme des zones d'exportation. Donc nous devons être attentifs à ne pas créer d'effets de bord juridiques avec des formulations qui peuvent apparaître positives, mais qui auraient en réalité des conséquences si elles venaient à être inscrites dans le droit. Deuxièmement, les conditions générales de vente auxquelles se réfèrent les contrats ne doivent pas exclure les outre-mer, mais doivent tenir compte des spécificités et de l'éloignement de ces territoires. Il convient donc de bien retravailler l'incompatibilité de tout amendement avec le régime fiscal applicable. Le 10, de ce point de vue-là, l'amendement 10 étant mieux rédigé, je demande le retrait des amendements que nous Monsieur le avons ministre, nous n'avons pas le 10 là. Ah, il est après. Si, il est après. Excusez-nous, oui, Monsieur le Président, en fait, entre Monsieur Lurel et Madame le rapporteur, nous avons pris le pouvoir, parce que nous n'avons pas le droit, parce que c'est vous qui présidez fort bien, donc nous avions anticipé le débat, comme ça on gagne du temps. Madame Belin doit être nerveuse en attendant le prochain débat, donc je dis la même chose. Nous sommes favorables au 10, comme Monsieur Lurel, qui a dit qu'il écrivait beaucoup mieux que son collègue. Alors sur le 13 rectifié, qu'est-ce que vous faites, monsieur? Quel est votre avis, monsieur le ministre, sur le 13 rectifié? Le retrait. Retrait, et vous aussi alors. Après, vous avez défendu... Oui, d'accord. Vous avez donné un avis favorable sur le 10, mais pas sur celui-là. Donc, monsieur Reffry, je vous en prie, cher collègue. Monsieur le Président, si le ministre donne un blanc-seing à la rédaction de monsieur Lurel et juge en plus qu'il a mieux rédigé que ce que nous avons pu faire, effectivement, je vais retirer et me plier à cette invitation. Mais en gardant le même esprit constructif et collectif. Tout à fait. Donc, le 13 rectifié, le 3 rectifié et le 15 sont donc retirés au profit du suivant, qui est le 10 rectifié et qui a reçu un avis favorable de la Commission et un avis favorable de Monsieur le ministre d'État au nom du gouvernement. Donc, qui est... On ne va pas rediscuter sur le 10, hein, puisqu'on avait anticipé. Donc, c'est bon là. Avis favorable donc de la Commission et du gouvernement sur le 10 rectifié, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Et il est adopté. Je mets aux voix l'article 4, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté. Je vais mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi. Y a-t-il des demandes d'explication de vote? Non. Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi visant à lutter... Ah, pardon. Madame la Présidente. Très rapide. Permet quand même de dire que, on l'a vu dans les débats que nous avons eus à l'instant, la lutte contre la vie chère en Outre-mer est bien une réalité que tout le monde entend combattre. Et donc, on va le prouver ce soir en adoptant la proposition de loi de notre collègue Victorin Lurel, qui a bien travaillé avec notre rapporteur. On l'a vu encore dans les échanges que nous avons eus ici en séance. Il y a eu un dialogue musclé, on va dire, mais vous l'avez dit aussi dans votre discussion générale, compétitif.
Donc aujourd'hui, je tiens bien sûr à saluer l'auteur de la proposition de loi. Je tiens à saluer notre rapporteure, Évelyne Renaud-Garabédian. C'était son premier rapport au nom de la commission des affaires économiques. Et je dis qu'elle a vraiment très bien travaillé. Je la remercie. Voilà, elle a cherché aussi ces échanges qui ont été à la fois importants avec l'auteur de la proposition de loi. Elle a été accompagnée dans ce travail par Mehdi Ben Gabri, qui donc véritablement l'a bien accompagnée et l'a épaulée dans son rapport et dans les amendements qu'elle a pu déposer. Et donc voilà, donc je pense qu'il était important, même si on a vu dans le cours du débat ici en séance qu'il y a eu, voilà, comme on le voit très souvent quand on est sur des sujets ultramarins. En tout cas, je sais qu'on a encore besoin de travailler, parce que si vous donnez à travers cette proposition de loi des outils supplémentaires, ils ne sont pas encore suffisants, et les uns et les autres l'ont dit aussi. Et donc on continuera à travailler ici au Sénat, je l'espère, dans cet esprit toujours aussi constructif et positif, que ce soit à travers la délégation aux Outre-mer qui est conduite par notre collègue Micheline Jacques, que je veux également remercier, et l'ensemble des collègues qui font partie de cette délégation. Et puis je voudrais très sincèrement, une fois de plus, remercier Monsieur le ministre d'État pour l'engagement qui est le sien depuis qu'il a pris ses fonctions pour les Outre-mer. Il le montre par ses déplacements, et Dieu sait s'il en a fait. Il a montré lorsque nous avons discuté du projet de loi d'urgence Mayotte, et on aura encore bien d'autres textes, Monsieur le ministre d'État, pour continuer à avancer. Donc merci à vous toutes et à vous tous. Merci Madame la Présidente. Alors pour les explications de vote, j'ai une demande de prise de parole de Madame Nadille. Allez-y, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. En ce début de soirée, je suis déçue. Alors, cher collègue Lurel, je ne parlerai pas de gaminerie quand je m'adresse à vous au Sénat, aux autres sénateurs. Je ne fais pas de gaminerie, mais je dis une réalité de territoire. Il ne faut pas tromper nos concitoyens, même s'ils sont à 8000 km. Vous rajoutez un texte sur un autre texte. En 2012, vous aviez eu un premier texte. Vous-même avez dit qu'il a été dans les tiroirs avec beaucoup de poussière. Vous rajoutez un autre texte. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous rajoutez. Vous demandez simplement d'appliquer votre texte, parce qu'il n'est pas appliqué depuis une dizaine d'années. Après les événements de Martinique, le directeur de cabinet du préfet s'est empressé d'aller dans les supermarchés de la Guadeloupe pour pouvoir regarder les prix, si le bouclier qualité-prix était respecté. Un premier supermarché, oui, ça pouvait aller. Le deuxième, oh, catastrophe. Mais nous, on le sait tous les jours qu'il y a une catastrophe, que la loi n'est pas appliquée. On le sait tous les jours. Donc, vous faites rire certains cet après-midi. Je déplore l'absence de la majorité des collègues ultramarins. Oui, je le déplore, parce que ce n'est pas aller et respecter ses engagements envers nos concitoyens de Guadeloupe. Ils sont absents, beaucoup n'auront pas de position de vote, peut-être pour ne pas déplaire à certains, mais je le regrette fortement. Moi, en tout cas, je prends mes responsabilités et je vous dis que je ne suis pas satisfaite de ce texte. 2009, c'était le LKP en Guadeloupe qui alertait sur cette situation de vie chère. Ça fait combien de temps, Monsieur Lurel? 16 années. 16 années qu'ils alertent et qui disent « Regardez ce que nous avons proposé, appliquons ce que nous avons dit. » Non, on préfère faire des textes sur des textes sur des textes. Autre chose, je vais aller. Vous parlez, vous nous demandez d'avoir un mimétisme. Non, c'est bon, madame. Non, je suis désolé, mais déjà, vous avez dépassé de plus de 20 secondes. Donc, je suis très magnanime, mais il faut se respecter les uns les autres et respecter l'espace temporel auquel nous avons droit les uns et les autres. Donc, je vais mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi visant à lutter contre la vie chère en renforçant le droit de la concurrence et de la régulation économique outre-mer. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La proposition de loi est adoptée.